Il n'y a rien de plus terrible pour moi, et je me suis toujours dit ça dans ma vie, de me dire je suis à un stade A maintenant, et dans 10 ans, je serai à ce même stade A. Ça aura un peu évolué, mais ce sera grosso modo la même chose. Une question qui revenait à chaque fois, c'est dans 10 ans, vous voyez comment? Mais je ne me vois pas, moi, dans 10 ans. Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai travaillé une grosse vingtaine d'années dans des groupes de presse et aujourd'hui je suis le directeur d'une fondation Hôpital Foch. Comment je suis arrivé des groupes de presse à m'occuper de fundraising pour des associations et fondations, c'est ce que je vais essayer de vous raconter durant cette interview. On va commencer par ton enfance déjà. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es né et dans quel cadre de vie? Alors ce qui est déjà bien, c'est qu'à mon âge, j'arrive encore à me souvenir de mon enfance. Voilà. Alors j'ai 61 ans, j'ai vécu dans une famille, tout ce qu'il y a de plus classique, dans Paris. Voilà. Donc voilà, issu d'une famille de parents de la classe moyenne. Et lorsque tu étais petit, on avait discuté ensemble au téléphone quand je t'avais demandé tes traits de caractère et tu m'avais dit que tu avais un réel intérêt pour l'autre. Est-ce que tu peux me développer un petit peu ce trait de caractère que tu as? Quand tu as des frères, des sœurs, tu vis un peu en groupe. Quand tu es fils unique, les moyens de t'échapper, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et en tout cas, à mon époque, des moyens de s'échapper, ça passait d'abord par la lecture, c'est un moyen de s'évader, et puis ça passait également par se constituer des groupes d'amis. On n'a pas de fratrie, on cherche à l'extérieur ce qu'on n'a pas à l'intérieur de sa propre famille. Donc assez jeune, j'ai toujours essayé de chercher à avoir des clans, d'avoir des gens autour de moi, femmes ou hommes, et de pouvoir m'échapper de cet univers un peu clos. Encore une fois, c'est vraiment l'idée à la fois de me décloisonner, et puis surtout, j'ai trouvé un intérêt de partager avec l'autre des choses, des sentiments, des jeux. Cette notion de partage, d'intérêt de l'autre, c'est ce qui me constitue, c'est un peu dans mon ADN finalement. Quand tu disais que tu voulais faire un métier qui était un petit peu tourné autour des autres, est-ce que tu avais déjà des idées quand tu étais petit par exemple? Non, alors j'avais des idées de ce que je ne voulais pas être ou ce que je ne voulais pas faire. Mais ce que moi j'allais faire de ça, je ne sais pas. Ce que je voulais pas faire en tout cas, c'était travailler dans un endroit clos, un bureau, travailler dans ce que je ne voulais pas, c'est travailler plutôt autour des chiffres. Ça me paraissait, quand j'étais enfant, trop monotâche. Moi, quand j'étais gamin, je voulais vraiment plutôt aller vers de l'ouverture, vers des voyages, vers des rencontres de l'autre, un métier qui puisse me permettre de partager, voilà, et d'être un peu sur la pointe des pieds, pas sur les talons. Ça veut dire quoi? J'étais plus dans l'idée de créer, dans la création, que dans le contrôle. Je me voyais plus comme, je sais pas moi, géo dans un club, plutôt que faire de l'audit à 24 ans chez Andersen Consulting. Enfin, tu vois, mais les deux sont bien. Hein. Mais dans mon caractère, j'étais plutôt amené à être dans une dynamique. Et vers quoi tu t'es dirigé alors finalement pour tes études? Alors je me suis dirigé vers des études de publicité. Parce que à l'époque où j'étais adolescent, c'est les années 80, c'était l'époque où la pub était un peu déliée et je me suis dit que ce métier... Moi au départ je voulais être concepteur-rédacteur en pub. Je trouvais ça génial. Le côté cheveux longs, agence de pub, voyage. En fait, c'est la conception-rédaction en pub, c'est vraiment tout ce qui aurait pu me plaire comme métier. Il y avait de la création, il fallait créer des choses, il fallait voyager, il fallait rencontrer, il fallait aussi vendre. Et tout ça me plaisait vraiment beaucoup. Et comme j'ai beaucoup d'ambition, je ne l'ai pas fait. Voilà, le hasard de la vie et des rencontres ont fait que j'ai été... D'ailleurs, c'est assez drôle. Pourquoi je n'ai pas fait concepteur-rédacteur? Parce qu'à l'époque, j'avais répondu à une annonce dans un magazine qui s'appelait Stratégie à l'époque. C'était un magazine pour la pub. Et il n'y avait pas Internet, je suis désolé. Et dans cette annonce, il y avait le nom d'une boîte et ils recherchaient un chef de pub. Et je me suis dit, chef de pub, c'est pour moi, conception, rédaction. Et en fait, pas du tout. J'ai été voir le type, il m'a retourné la tête, le gars, comme quoi l'humain... Et en fait, c'est une régie publicitaire, une boîte qui vendait de la pub pour des magazines. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Mais en fait, ce qui m'a fait basculer, c'est le contact que j'ai eu avec cette personne, qui a su m'emmener vers son univers. Comme quoi, une carrière, ça tient à peu de choses, à une rencontre.
Voilà. Donc tes études, au final, est-ce que tu as apprécié de diriger dans la publicité, d'apprendre ce métier, d'être en école de commerce? Ouais, j'ai apprécié parce que ce sont des études, en fait c'est une typologie, hein, les étudiants en pub c'est une typologie, hein, tu as des étudiants qui font de l'expertise comptable, des étudiants qui font l'ENA, etc. Tu as quand même, quand tu es étudiant, quand tu as 20, 25 ans, 23 ans, peut-être un peu moins d'ailleurs, tu as quand même une typologie de caractère qui fait que tu te retrouves quand même dans les caractères des uns et des autres. Donc oui, j'ai fait des études très sympas et qui m'ont évidemment ouvert l'esprit. Et j'arrive à la fin de tes études maintenant, donc tu obtiens ton diplôme et tu vas faire le choix de faire un tour du monde. Alors est-ce que tu peux m'expliquer comment t'es venue cette idée, comme ça en sortant de tes études, plutôt que le parcours classique où on va directement prendre un CDI? Donc à la fin de mes études, j'ai décidé de faire un tour du monde de 18 mois. Et pourquoi je l'ai fait après mes études? Parce que je me suis dit que lorsque j'allais commencer à travailler, me libérer 1 an ou 1 an et demi, ça allait être quand même très très compliqué. Et donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais de me lancer. L'idée de voyager, c'était aussi d'aller chercher un peu ce Graal, hein, de rencontres, de prendre un peu des risques, hein, dans des pays où je ne maîtrisais pas forcément la langue et dans des conditions de voyage qui ne sont plus les conditions actuelles, puisque les moyens de communication étaient quasi nuls, se résumaient à une carte postale tous les 2 mois et un coup de fil quand on arrivait à trouver une cabine téléphonique dans les pays que je visitais. Donc c'était vraiment une vraie aventure. Tu m'avais dit que le but aussi de ce tour du monde, c'était de t'émanciper de ton quotidien, des autres. Qu'est-ce que tu cherchais à fuir concrètement comme ça en partant? Écoute, je cherchais moins à fuir qu'à découvrir. Moins à fuir que découvrir. Je n'ai pas grand-chose à fuir de la France, mais ce que je savais, c'est qu'en passant les frontières, j'allais certainement découvrir des choses qui me porteront pour l'avenir. Et je n'ai pas été déçu. De voyager comme je l'ai fait, c'est partir à la rencontre d'autres personnes, c'est toujours le lien avec l'humain, d'autres lieux. Ça ouvre aussi dans l'intérêt que tu peux avoir à l'autre et ça te porte tout le temps sur l'idée aujourd'hui qui est malheureusement parfois trop peu acceptée de la connaissance de l'autre. Voilà. D'éviter les clivages. On est dans une société aujourd'hui, je trouve, qui est parfois trop clivée et que le fait de voyager, ça permet de mieux comprendre l'autre, de mieux l'accepter, de mieux l'aider parfois. Et ça a plein de vertus. En rentrant de ces 18 mois, est-ce que tu as l'impression que tu avais changé, que tu avais grandi plus vite? Ça m'a permis d'abord de mieux gérer le stress en entreprise, par exemple. C'est tout bête, mais quand tu commences un job, tu es toujours un peu stressé. Ça m'a permis de mieux gérer le stress, de mieux gérer les conflits entre personnes, d'avoir ce recul nécessaire, hein, pour pouvoir mieux comprendre l'autre et mieux s'adapter à des situations qui sont parfois difficiles, d'un point de vue professionnel comme personnel. Donc de ce point de vue-là, ça m'a apporté vraiment beaucoup. Et alors en rentrant, qu'est-ce que tu as fait? On rentre de 18 mois comme ça, est-ce que tu t'es lancé dans la vie professionnelle directement? Qu'est-ce que tu as fait? Dès que je suis rentré de voyage, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé mon job dans la presse et ça m'a emmené sur une bonne vingtaine d'années dans les médias. Où je vendais de la pub pour des magazines comme Capital, Management. J'ai travaillé 15 ans, un peu moins de 15 ans aux Échos, le magazine économique. Ça m'a permis à la fois de rencontrer des journalistes, des annonceurs, ceux qui passaient de la pub dans le quotidien ou les magazines dans lesquels je travaillais. Ça m'a permis justement de continuer à avoir des échanges avec toute une population au niveau du travail qui m'a évidemment fait grandir. Et si je me penche sur les échelons que tu as gravis dans la publicité, tu m'avais dit qu'à 27 ans, tu étais devenu directeur de pub, donc ce qui est jeune comparé à la moyenne d'âge. Est-ce que tu peux me parler du fait qu'on t'a confié cette responsabilité à cet âge-là? Comment tu as réagi? En fait, ce qu'il faut noter, c'est que moi, j'ai pas d'ambition forcément à avoir une direction pub à cet âge-là ou de faire du management. Ça s'est fait de manière complètement naturelle. Et je pense, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est que le fait de voyager, le fait de s'être débrouillé seul dans des conditions parfois très difficiles de voyage, te donne une certaine maturité. Voilà. Alors, que tu ressens pas au moment à l'âge où ça arrive, mais que les autres peut-être autour de toi ressentent et se disent, bah voilà, ce garçon, cette jeune femme-là
ont les capacités de pouvoir faire des choses parce que voilà, ils ont une maturité pour pouvoir le faire. Et surtout, comme il y avait également pas mal de management dans ces postes-là, la capacité de pouvoir donner de l'énergie à une équipe et de fédérer une équipe. Et ça, je l'ai eu de mon enfance, adolescence et à travers des voyages. Et donc, tu l'as un peu expliqué quand tu parlais du monde de la publicité, mais la publicité, ça permet de beaucoup voyager. Est-ce que c'était important pour toi d'avoir un métier qui te faisait voyager beaucoup, toi qui adorais ça et qui a fait un tour du monde? J'ai passé 20 ans de ma carrière professionnelle dans la presse à effectivement organiser beaucoup de voyages pour les annonceurs, les agences de pub. Et j'organisais entre 2 ou 3 voyages par an. Et j'avais en fait dans mon bureau une map monde et je me disais tiens, où j'aimerais bien aller en voyage. Et je cochais en fait des pays que je n'avais pas encore découverts et je disais tiens, je vais partir là. Et j'en parlais à la personne qui organisait les voyages et elle m'organisait pour les annonceurs ou les agences de pub des voyages dans des destinations de rêve. Donc voilà, je sais pas, ça peut être Zanzibar, enfin tous ces pays qui sont un peu éloignés, qui font un peu rêver et que j'ai eu la chance de faire d'un point de vue professionnel et donc de continuer à voyager de cette façon-là. Parce que ce que tu m'avais expliqué, c'est que le tour du monde, c'était plutôt un sac à dos, alors que là, avec la pub, c'était dans des conditions... C'était incroyable. Oui, c'était des conditions dingues. Avec des moyens aussi financiers qui étaient hors normes et qui nous permettaient vraiment de faire plaisir aux personnes qu'on invitait et de se faire également plaisir. Et j'avance maintenant à l'année 2002. Donc tu étais dans la publicité et tu vas connaître un événement un peu difficile, un peu choquant pour ton équipe. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ? Oui, j'ai dans l'équipe avec laquelle je travaillais, on est une jeune femme de 35 ans qui a eu une leucémie assez foudroyante, qui était maman de 2 enfants, je crois qu'ils avaient moins de 6 ans à l'époque. Et ça a un peu frappé, parce que finalement une équipe dans n'importe quelle structure, on y passe presque plus de temps que sa famille. Donc on côtoie les gens de manière régulière et on s'attache évidemment aux gens. On peut se dire que c'est du professionnel, etc. Mais quand même, il y a quand même un attachement avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et là, effectivement, cette jeune femme a eu cette leucémie foudroyante et donc elle est malheureusement décédée. Et nous, à l'époque, on avait le même âge, on avait 35, 36 ans. On s'est dit, mais c'est quand même dingue que ça puisse arriver, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire perdurer, non pas sa mémoire, mais aussi un peu quand même, mais de l'idée de pouvoir mieux faire connaître cette maladie et pouvoir peut-être soulager des personnes qui ont cette maladie. Alors le fait est que la leucémie, il faut énormément de dons de plaquettes, c'est un élément du sang, du don de moelle osseuse, et je me suis dit que ça serait bien de pouvoir mener une campagne de sensibilisation de dons de plaquettes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé à l'époque l'établissement français du sang, en disant voilà, moi je suis en capacité de pouvoir faire une campagne de sensibilisation de dons de plaquettes grâce à mon réseau dans les médias. Je vous passe les détails rapidement, ils m'ont dit OK, donc j'ai eu énormément de groupes de presse qui ont été OK pour passer une annonce publicitaire, une annonce pas publicitaire, on peut appeler ça comme ça, mais de sensibilisation plutôt, dans la presse autour du don de plaquettes et du don de moelle osseuse pour les personnes, les enfants, les adolescents et les adultes qui avaient des leucémies, et également des campagnes radio. Et durant cette période-là, j'ai été contacté par un professeur d'hématologie à Saint-Louis qui m'a dit, écoutez, Stéphanie Fugain, malheureusement, vient de perdre sa fille là, et elle monte une association, ce serait bien que vous puissiez vous contacter. Donc, on a échangé les numéros de téléphone, donc j'ai appelé Stéphanie Fugain, ou elle m'a appelé, je ne sais plus, et on s'est dit que ce serait pas mal que je rejoigne ce qu'elle allait créer, donc l'association Laurette Fugain, pour l'aider dans tout ce qui est communication, médias, caisse de résonance. Donc j'ai rencontré Stéphanie, Michel Fugain, et on a ensemble monté cette association. Je me suis occupé, évidemment j'étais avec Stéphanie dans l'étalonnage de l'association, de faire grandir cette association. Je me suis occupé de la communication, des relations médias, assez rapidement, et également des projets qui me tenaient à cœur, c'était autour des enfants et des adolescents. Voilà. Je me suis dit qu'avec le réseau qu'avait Stéphanie Fugain, je pouvais emmener des enfants et des adolescents à des spectacles, des concerts,
Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses pour eux. Par exemple, des concerts de Mimimatiques, qui était une très grande copine, qui est toujours une grande copine de Stéphanie Fugain, Bien de Folie, enfin, ou des tournages aussi de télé. Et donc j'ai emmené le week-end des jeunes enfants, des adolescents, entre deux cures de chimio, évidemment, quand ils sont un peu moins fatigués. Voilà, je trouvais que c'était aussi participer de ma manière, de notre manière, à cette association. Et à ce moment-là, quand tu emmenais ces enfants, quand tu vois qu'ils étaient très certainement heureux de faire ces spectacles, qu'est-ce que ça te procurait chez toi? Alors, c'était à la fois pour les enfants et à la fois pour l'entourage. C'est-à-dire que l'entourage compte beaucoup. C'est-à-dire que c'est important aussi pour l'entourage d'un enfant de se dire qu'il y a des personnes qui se préoccupent de la santé de leur propre enfant. Ou tout du moins du bien-être, pas de la santé, mais du bien-être de leurs enfants. Et finalement, c'est au-delà de l'enfance, c'est le cercle familial qui bénéficie en fait de ce moment, de cette parenthèse enchantée. Voilà. Donc moi, ça me procurait l'idée de pouvoir me rendre utile à travers mon réseau. Évidemment, c'était bénéfique, surtout pour la cause qu'on menait. Voilà. J'en ai, à titre personnel, j'en ai tiré que des satisfactions. C'est-à-dire que moi, ma satisfaction, c'est de voir ces enfants, adolescents, ces familles heureuses pendant un moment, une parenthèse, sur les actions que je menais. Et ça t'a fait prendre goût à l'associatif? Alors, ça m'a fait d'autant plus prendre goût à l'associatif que j'ai décidé 10 ans après, parce que j'ai mené de front à la fois ma vie de bénévole et de dirigeant de l'association Laurette Fugain avec Stéphanie Fugain et mon métier aux Échos, puisque j'étais aux Échos à l'époque. Et en 2010, j'ai décidé d'arrêter tout, enfin d'arrêter le monde salarié et de m'engager à titre de salarié dans une grosse association, la FM Téléthon, où je me suis occupé de développer les partenariats entreprises pour le Téléthon. Donc tout ce qui est maladies neurodégénératives, maladies du chêne, etc., etc. Donc j'ai travaillé 2 ou 3 ans, je ne sais plus, au Téléthon et j'ai mis au bénéfice. Alors j'étais salarié, hein, donc j'avais dit à l'époque à Stéphanie, écoute, je vais devoir arrêter, je ne peux pas mener de front deux choses en même temps, même si on continue à être très amis avec Stéphanie Fugain. Mais voilà, je me suis engagé à la FM Téléthon, c'était une expérience incroyable, une association de famille aussi, qui est sur des schémas plus long que ce que je porte aujourd'hui. Hein. Les maladies neurodégénératives, c'est des projets de recherche sur 15 ou 20, enfin entre 10, 15 ou 20 ans, mais avec des résultats probants. C'est une association née d'une famille, enfin de famille, de malades. Donc c'est formidable. Donc je continue évidemment, à titre personnel, de soutenir le Téléthon tous les ans, évidemment. Je suis très attaché à cette action, à ces actions. Et pourquoi ce choix d'avoir quitté le monde de la publicité pour être salarié dans le monde associatif? Parce que je me suis dit que c'était le sens que je voulais pour ma seconde vie professionnelle. Je trouve que ça a beaucoup de sens, ça a beaucoup de profondeur, de pouvoir faire un métier qui puisse bénéficier à des personnes qui sont en difficulté, tout simplement, que ce soit des difficultés d'ordre de santé ou autres. Qu'on a la possibilité de faire ce choix-là, de mettre au bénéfice de structures son réseau, les gens qu'on connaît en amenant des énergies pour pouvoir aider l'autre, ben voilà, si on a la possibilité de le faire et l'envie de le faire, ben faut y aller, quoi. Et donc ce choix-là, je l'ai fait aussi pour ça. Alors c'est pas un calcul, je vous le dis de suite, c'est pas un calcul financier rentable, mais c'est un calcul humain qui est largement bénéficiaire. Voilà, franchement, si c'était à refaire, je le referais, mais sans hésiter. Ça m'apporte, le monde du fundraising m'apporte ce que très peu d'autres choses m'auraient apporté à titre personnel. Et alors, travailler dans l'associatif, en quoi c'était différent, par exemple, d'être salarié dans la publicité? Qu'est-ce que dans l'organisation, dans ce que tu as pu faire, dans le contact avec les autres personnes qui sont là, a pu être différent? Alors, la difficulté dans le monde associatif, c'est de pouvoir, c'est de travailler avec des personnes qui sont bénévoles et qui portent la structure. Quand on est salarié, on est salarié. On a des horaires, c'est fixe, que ce soit le patron, le cadre ou l'employé. Voilà, le week-end, c'est les week-ends, etc. Le monde associatif, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 mondes qui se confrontent, le monde bénévole et le monde salarié. Et que très souvent, faut essayer de trouver la bonne balance entre être salarié pour une association et avoir du temps libre pour soi. Ça, c'est quand on est salarié. Quand on est bénévole, on est porté tellement par la cause sur laquelle on est
parce qu'on a perdu un fils, un père ou une mère, on est à 100% là-dedans, que parfois, il peut y avoir des conflits, des petits conflits en termes de temps. Voilà, c'est pas financé, c'est vraiment le temps. Et la grosse différence, je dirais qu'elle est là. Voilà. Et l'autre différence, c'est que souvent, les associations sont portées par des présidences qui sont liées au monde bénévole. Donc très souvent, dans des présidences d'associations, sont pas préparés à prendre en charge des structures très grosses parce que soit ils n'ont pas fait les études idoines, soit pour d'autres raisons. Alors, très souvent, les présidents d'associations, ils sont nommés parce qu'ils font un travail de bénévole remarquable. Ils sont tous d'ailleurs remarquables. Ils portent leur combat dans les tripes. Mais ce qui manque parfois, il me semble, c'est de mieux les préparer à pouvoir diriger ces ensembles de structures, parce qu'ils dirigent aussi des salariés, des gens comme moi par exemple, ou comme d'autres, qui sont passés par des boîtes privées, qui ont aussi des stratégies de développement associatif, et que parfois les deux mondes se confrontent. Se confrontent, un bien grand mot, mais parfois il faut beaucoup de temps pour expliquer les choses, développer, etc. etc. Donc tu vis cette expérience au Téléthon. Et après ça, tu m'avais dit que tu avais fait une pause de 2 ans avant de rejoindre la fameuse Fondation Foch où nous nous trouvons aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment cette expérience, comment l'entrée dans la Fondation Foch s'est présentée à toi, comment tu es passé du Téléthon à cette fondation? J'ai été sollicité pour venir travailler à la Fondation Foch en 2017. Et pourquoi je suis venu? Parce que ça... D'abord, ce n'était pas une association, c'était une fondation. C'est un peu différent par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fondation, il n'y a que des salariés, il n'y a pas de bénévoles. Donc déjà, moi, j'avais le sentiment que j'allais pouvoir mener les projets de manière beaucoup plus rapide, perdre un peu moins d'énergie à expliquer, à détailler, etc., etc. Et la taille de la fondation, je me suis dit que la taille de la fondation, on est très peu, on est 5, ça permet d'être beaucoup plus agile dans les projets qu'on a apportés. Voilà. Et puis surtout, l'hôpital Foch est un hôpital de ce point de vue-là qui est assez singulier, c'est-à-dire que c'est un hôpital privé à but non lucratif qui s'appuie sur une fondation pour financer des projets de recherche, de l'acquisition de matériel, de robotique, d'imagerie, et que contrairement aux expériences que j'avais eues avant, je trouvais intéressant de pouvoir faire du fundraising sur des projets à court terme. C'est-à-dire d'aller voir des donateurs, des entreprises en disant voilà, vous donnez des fonds, vous pouvez voir votre investissement dans 1 an ou 2 ans. Quand on achète un IRM, un scanner, on achète l'IRM, le scanner, il est livré, 2 ans après on le voit. Quand on a des projets de recherche à l'hôpital, ils sont dans des projets assez courts, c'est pas sur 15 ou 20 ans. Et donc ça correspond aussi bien à mon caractère. Voilà. Et puis, quand on dit projet court, on dit aussi, en termes de quantité, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une fois qu'on a bloqué un projet, on passe à autre chose. Et c'est de pouvoir permettre aux médecins, aux chefs du service de cet hôpital de pouvoir se dire, on a, grâce à la Fondation, la possibilité d'aller un peu plus loin et d'accéder un peu à, non pas à un rêve de médecin, mais d'aller un peu plus vite dans ce que je veux faire de mon service et au bénéfice du patient. Et ça m'a, je l'ai tout de suite perçu dans la première année ici à la Fondation, cette idée de pouvoir concrétiser de manière rapide ces projets-là. Et est-ce que tu as un exemple concret justement d'un projet qui t'a particulièrement touché, que tu as mené au sein de la Fondation? Tous les projets qu'on mène, je pourrais t'en citer quelques-uns. La chaire de transplantation, par exemple, on a financé la première greffe d'utérus en France, qui a été réalisée par le professeur Jean-Marc Ayoubi ici à l'hôpital Foch. C'est 1 million d'euros une greffe d'utérus, tu vois, c'est pas rien. Et donc c'est la Fondation qui a financé ça. Alors non pas qu'il n'aurait pas pu le faire, mais grâce à la Fondation, il l'a fait de manière beaucoup plus rapide. Il a pu porter le projet de manière beaucoup plus rapide grâce à la Fondation. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est un projet qui touche 4000 femmes en France. Tu as 4000 femmes en France qui naissent sans utérus. Ça veut dire que sans la possibilité de pouvoir faire des enfants. Et ce qui m'a plu dans cette chirurgie-là, c'est que l'utérus est donné par la maman. C'est que la maman donne à sa fille l'utérus pour qu'elle porte son propre fils. Et je trouvais l'image, ce lien-là tellement beau, tellement fort, qu'effectivement ça m'a touché particulièrement. Et aujourd'hui,
Chloé, il y a, grâce à Jean-Marc Ayoubi, le professeur Ayoubi, beaucoup de greffes, quelques greffes d'utérus qui sont mis en place à la fois à Foch, mais également dans d'autres hôpitaux. Et je trouve très intéressant de pouvoir donner la vie, c'est un beau message, permettre à des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, de pouvoir avoir un enfant de manière naturelle. Puis j'aime bien le lien entre maman et fille. Je trouve ça absolument dingue. Donc si je dois retirer un projet, c'est celui-là. Mais il y en a eu plein d'autres. Ce que je retiens aussi, c'est la capacité qu'on a eue à la Fondation de pouvoir générer des énergies autour de nous. C'est-à-dire quand je suis arrivé, parce qu'on ne fait rien seul, on a monté un comité de soutien de gens qui ne connaissaient pas forcément l'hôpital Foch, mais qui se sont dit « Tiens, c'est marrant d'avoir un hôpital français en Île-de-France qui fait des grandes premières chirurgicales, qui est très agile, avec des chirurgiens vraiment d'exception. Comment on pourrait les aider ?» Donc on a lancé un comité de soutien qui est présidé par Louis Schweitzer, l'ancien président de Renault, et on a fait venir des grands patrons d'entreprise qui nous aident à contacter des gens qui ont la possibilité de financer tous nos projets. Alors on le fait à travers eux, puis à travers beaucoup d'événements qu'on crée à la Fondation. Voilà, on fait un dîner de gala tous les ans, de la vente de photos aux enchères, enfin on fait beaucoup d'événements de façon à créer des opportunités de pouvoir donner à l'hôpital à travers ces moyens-là. Et c'est un métier qui est absolument génial. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professeur de médecine, et pour autant, je sens que la Fondation, quand je dis j'englobe évidemment mon équipe, on ne fait rien, encore une fois rien seul, mais toute cette énergie-là au bénéfice de la médecine et la finalité, c'est le patient, c'est formidable. Et est-ce que cet intérêt pour l'autre dont on parlait quand tu étais petit, que tu as toujours cherché, ce contact humain, est-ce qu'ici il est coché, si je peux dire, ces besoins? Oui, évidemment, il est coché. Il est coché parce que l'humain, il passe par aussi les contacts qu'on a avec les médecins, de la manière dont ils nous parlent de leurs projets. Là, par exemple, je vais te donner deux cas concrets. On fait un dîner de gala le 21 novembre. Et j'ai demandé à deux médecins de pitcher leur projet, c'est-à-dire de vendre leur projet aux gens qui seront dans le dîner de gala. Ils ont chacun un projet qu'ils veulent amorcer à hauteur de 30 000 €. Et je vais demander aux personnes qui seront invitées au gala de mettre des fonds sur ces projets. Il y a deux projets qui sont sympas. Il y a un projet qui est lié à l'AVC. Donc Arturo Contueli, qui est médecin, qui est en train de créer un logiciel qui va pouvoir permettre de gérer des AVC assez graves à distance. C'est-à-dire tu fais un AVC à Poissy, demain tu pourras être opéré à Foch grâce à un matériel qu'on va fournir. Il va opérer à distance le malade à Poissy. C'est quand même pas mal. Le deuxième projet, c'est un projet qui est lié à la neurochirurgie. C'est de créer modéliser des cerveaux de façon à permettre aux neurochirurgiens de pouvoir s'entraîner sur les tumeurs du cerveau, sur le rachis, etc. Formidable. Ça n'existe pas encore en Europe. Donc Catherine, qui est la chef du service de neurochirurgie, elle est en train de monter ce projet. Et donc j'ai proposé ces projets-là durant le dîner de gala. Et ce qui est sympa, c'est que ce sont deux médecins qui ont moins de 40 ans. Tu vois, ils sont à la fois au début de leur carrière de chirurgien, et en même temps, ce sont des chirurgiennes et chirurgiens absolument exceptionnels, qui travaillent sur des sujets qui nous concernent tous. L'AVC, la neurochirurgie, voilà. Puis on est sur de la médecine vraiment très pointilleuse, tu vois. Catherine, par exemple, elle fait des opérations du cerveau éveillé. Enfin, on endort le patient d'abord et on le réveille ensuite, évidemment. Mais c'est fascinant. Et la fondation, ça, c'est-à-dire que, comment dire, quand tu donnes, tu sais, pendant le Covid, on disait, on applaudissait les médecins, etc., etc. Mais c'est une occasion géniale de pouvoir aider un hôpital de premier plan avec des chirurgiens qui sont vraiment, je ne dis pas ça parce que je bosse à Foch, mais ils sont exceptionnels, ils sont vraiment exceptionnels, et de pouvoir les aider le financement, c'est s'aider aussi soi. C'est-à-dire, tu aides aussi toi en tant que futur patient. C'est quand même incroyable de pouvoir se bénéficier d'expertise comme on l'a à Foch, grâce aussi aux dons qu'on peut avoir des entreprises, des donateurs, des gens qui nous soutiennent, qui demain souhaitent nous soutenir. Vraiment, faites-le. Pour finir cette interview, je vais sortir de la Fondation et revenir sur deux phrases que tu m'avais dit quand on s'était eu au téléphone.
La première que tu m'avais dit par rapport à ton parcours, c'est que selon toi, dans la vie, il faut prendre des risques. Est-ce que tu peux me redire cette phrase et m'expliquer pourquoi est-ce que pour toi, il faut prendre des risques pour avancer? Je pense qu'il est important de prendre des risques, hein, un peu calculés, mais il faut toujours aller un peu chercher ses propres limites, hein, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Il me semble en tout cas, c'est essayer dans la mesure du possible de se mettre un peu le dos au mur. C'est à ce moment-là qu'on a le plus d'énergie pour fédérer autour de soi et pour essayer d'y arriver. Le confort, ça marche jamais. Il faut être. Après, c'est une question de confiance en soi, hein, mais je pense que c'est important dans sa vie, encore une fois professionnelle et personnelle, de prendre ce risque-là. Alors, c'est calculé, mais on ne pourra jamais reprocher à quelqu'un d'essayer d'innover, d'être créatif, de proposer. En revanche, on pourra toujours proposer à quelqu'un de ne pas être créatif, de rester derrière son bureau, d'attendre, d'être attentiste. Voilà. La vie, c'est en mouvement, donc ça doit être toujours en mouvement. C'est pas une question de caractère, il faut quand même vivre à fond les choses. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Ça, c'est ce que je pense. Et tu vois, par exemple, je t'en ai parlé un peu, je fais du parachutisme, par exemple, je fais des choses ou de la moto de haute vie, enfin, tu vois, je fais de la moto en circuit, mais aller chercher ses limites, hein, c'est aussi de te permettre de pouvoir mieux gérer les choses dans ton quotidien, tu vois, moins t'emporter, moins être caractériel, plus s'occuper des autres, parce que ton énergie a été employée à des choses différentes. Et j'ai remarqué, moi, que les personnes qui sont souvent caractérielles, qui s'emportent souvent, n'ont pas à côté des choses qui permettent de leur libérer leur énergie. Et tu m'avais dit que tu vivais comme si tu allais mourir demain, c'est-à-dire que tu profitais et tu faisais tout à fond. Pareil, est-ce que tu peux me redire cette phrase et pourquoi est-ce que tu as adopté cette philosophie? Comment on fait pour adopter cette philosophie, peut-être? Oui, alors moi je vis effectivement comme si j'allais mourir demain. Enfin, c'est une philosophie, c'est que je ne veux surtout pas avoir de regret de me dire que j'aurais dû. Voilà. Alors cette philosophie, elle vient de cette collègue de travail qu'on a perdu malheureusement à 35 ans. Et puis moi je vis dans un hôpital, donc évidemment l'hôpital c'est fait pour soigner, mais malheureusement voilà, la vie fait que parfois ça se passe mal. Et de ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça, c'est pour moi une philosophie de vie qui est la plus importante, qu'on a la possibilité de le faire. Il faut vraiment, pour le coup, le faire. Mais c'est valable ce que je dis d'ailleurs à mon équipe, c'est-à-dire que le jour où ils ne me supporteront plus, bon, ça n'arrivera pas, ils sont là depuis 7 ans, normalement, tout se passe bien, mais cas d'école. Je leur dis, il faut partir. C'est-à-dire la vie professionnelle, on n'est pas obligé de subir le diktat d'un petit chef, d'un patron. Je veux dire, la vie, je te parle de prendre des risques. Prendre des risques, c'est aussi de dire à un moment donné, ras-le-bol, le mec, là, tous les jours me crie dessus, etc. Terminé, quoi. On n'est plus au XVIIIe siècle, on est en 2024. Au revoir, ciao. Il faut se faire suffisamment confiance pour savoir qu'on peut trouver un autre job avec quelqu'un ou quelqu'une beaucoup mieux et dans lequel on sera plus à l'aise. C'est ça que je suis en train de dire. C'est qu'on n'a pas à subir les choses. Regardez ce qui se passe en Afghanistan en ce moment pour les femmes. Enfin, je fais un grand écart, mais il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont dingues, quoi. Nous, à notre petite échelle, mais c'est rien tu vois, de partir d'une boîte, de se dire on va partir 2 ans en Australie, en Angleterre, c'est rien par rapport à ce que vivent d'autres populations dans le monde. Il faut toujours remettre ça à cette échelle-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut vivre à fond. On a la chance de vivre en France, en Europe, dans des conditions qui sont quand même très agréables, et que parfois on se fait un monde de choses qu'on pourrait nous-mêmes, à titre personnel, éclater. C'est-à-dire se dire, bah, ça va, quoi. Au revoir. Pareil pour un couple. Enfin, on a l'obligation de se faire plaisir, de faire plaisir à l'autre, mais pas d'être dans la contrainte, quoi. C'est ça que je suis en train de dire. C'est que, voilà, je trouve que la génération des 20 ans et des 30 ans a tout compris, franchement, par rapport à la nôtre. Franchement, je trouve ça... moi, j'ai des enfants qui ont 30 ans, ils vivent en Australie, ils ont décidé de partir là-bas, ils vivent depuis 7 ans là-bas. Ouais, c'est un choix qui est sympa. Enfin, ouais, tu pars, tu prends des risques. C'est ça, la vie, elle est là-dedans, je crois. Et surtout, se faire plaisir dans ce qu'on fait.
quoi qu'on fasse. Et surtout avec des gens qui t'entourent, qui sont normaux. C'est dur de dire ça, voilà, normaux. On n'est pas obligé de travailler avec des fous, des types qui vous contraignent, quoi. C'est juste pas possible. Ce n'est plus possible. Il y a un truc qui me fascine, c'est que dans les années 90-2000, je parle du monde salarié, les gens se contraignaient à continuer à travailler dans des ambiances de merde, tu vois, en se disant mais je peux pas quitter parce que c'est cela. Et tu vois, parce que est-ce que je vais trouver un autre travail, est-ce que et je trouve que la génération de mes enfants et des trentenaires, ils sont, je trouve, ils sont moins dans ce schéma-là, et je trouve ça remarquable, quoi. Et, ils ont tout compris. Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais et je pense, je vais te dire, moi je travaille avec une équipe, enfin j'espère, quand ils verront la vidéo, je pense qu'ils vont pas se dire oh là là, mais j'essaie de travailler dans une ambiance de respect de l'autre, de respect du travail et de valorisation du travail avec mes équipes, qui rend les choses saines, professionnelles. Et pour autant, on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on, voilà, de temps en temps, on se fait des fêtes. Et hier soir, fallait venir hier soir. On a ouvert une bouteille de champagne. Enfin, on fait des trucs sympas. Ça crée une ambiance particulière entre nous. Puis il y a beaucoup de confiance, tu vois. Par exemple, un truc tout bête de générationnel. Ça, je parle de moi. Je me tire une balle dans le dos. Le télétravail. Quand on m'a parlé de télétravail, je dis, de quoi tu me parles, le télétravail, quoi. Moi, je suis une génération de télétravail. Tu quittes à 18h, tu prends ton après-midi. Enfin, tu vois un peu l'idée. Et je me suis dit, mais télétravail, c'est quoi ce truc encore? Donc, j'étais arc-bouté là-dessus. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, je suis un pro du télétravail. Enfin, pas un pro, mais disons que je promeux le télétravail. Pourquoi? Parce que l'équipe avec laquelle je travaille, le télétravail, ils l'ont assimilé, ils ont bossé comme jamais, même plus qu'au bureau. Et je me suis dit, mais Laurent, mais c'est pas possible. Pourtant, j'ai pas beaucoup d'a priori. Mais là, j'avais un petit peu d'a priori. Ben non, enfin, c'est une autre manière de travailler. Que je conçois aujourd'hui et que je porte. Je trouve ça, à partir du moment où le travail est fait, qu'on a des résultats et que l'ambiance de travail et le respect et la confiance en l'autre est là, ça passe. Tu vois, moi j'ai toujours dit à mes équipes quand je travaillais aux Échos, je préfère quelqu'un, je force un peu le trait, qui bosse 2 heures par semaine mais qui a du résultat, plutôt que quelqu'un qui bûcheronne 8 heures par jour. Tu vois, aller prendre son café, à glander derrière son ordinateur et qui n'a pas de résultat. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'abord, ça n'a pas de sens pour la personne qui travaille. Quand tu bosses, il faut au moins que tu prennes du plaisir. Prendre du plaisir, c'est avoir des résultats. Les résultats, ils peuvent être, je ne sais pas, moi, je fais une vidéo, le résultat est plutôt pas mal. Je fais une interview, c'est plutôt pas mal. Enfin, je ne sais pas, quel que soit, mais il faut avoir du résultat. L'idée de se dire que tu as des personnes qui sont pendant 8 heures par jour derrière leur écran ou à regarder les mouches voler, mais ça me fait énormément de peine. Je me dis, mais tout ce temps passé de vie pour rien, je préfère qu'ils aillent chez eux, qu'ils fassent un jogging de la piscine, qu'ils reviennent 2 heures bosser, qu'ils aient du résultat, plutôt que regarder les mouches voler. C'est l'horreur, c'est une vie d'horreur. Donc moi, je me suis toujours attaché quand je bossais, même quand j'avais pas suffisamment de boulot, ça m'est arrivé quand j'étais dans la presse, de générer du travail. Et quand je te disais tout à l'heure d'être créatif, c'est ça. J'en ai pas suffisamment, je vais créer. Non pas pour la boîte, non pas parce que tout ça c'est éphémère, mais pour soi, pour se dire putain, je bouge, quoi, je fais des trucs. C'est juste triste de toucher sa paye en se disant je mets de côté pour partir en vacances à la fin de l'année. Mais au secours, au secours. La vie, c'est tous les jours, c'est au jour le jour, comme si tout mourait demain. Et voilà, il faut aussi être capable de ne pas attendre de l'autre et de prendre la main. Et prendre des risques, c'est de temps en temps prendre la main sur sa vie. Prendre la main, pas attendre de l'autre, prendre la main, faire des choses, créer des choses. Quel que soit le secteur, on s'en fout, créer des choses. J'ai mon fils qui vit depuis 7 ans à Noosa, à 2 heures de Brisbane. Et j'ai vu cet été, je ne l'avais pas vu depuis 5 ans, on s'est vu, on a fait un road trip de moto en Californie. En Californie, disons, oui, le problème c'est qu'Australie, Europe, le point de chute, le Californie, il vivrait à Tours, j'aurais fait un point de chute à Nevers. Peu importe le lieu, c'est surtout le moment qu'on passe ensemble. Et je lui disais dans le road trip, je lui disais, mais tu sais Maxime, il faudrait que je gagne au loto pour partir vivre en Australie. Il me dit, mais papa, pas besoin de gagner au loto, moi est-ce que j'ai gagné au loto? Je suis parti. J'avais $2 sur moi, j'ai bossé, je me suis acheté un 4x4, j'ai fait le tour de l'Australie pendant 1 an.
J'ai rencontré des gens, enfin ce que j'ai fait moi à mon époque. Aujourd'hui, je bosse à Nouzat dans une ville absolument incroyable, c'est paradis sur terre. C'est juste avoir la volonté de, quoi. Il a raison, c'est avoir la volonté de, c'est-à-dire d'être capable de casser le rythme. Alors souvent on dit oui, mais alors la famille, ouais, j'ai pas quitté mon père, j'ai pas quitté ma mère, j'ai pas quitté mon frère, ma sœur, mes copains. Mais tout ça se régénère. Aujourd'hui Maxime, moi je le vois avec le décalage horaire, via les applis, etc. On se voit. Mais l'essentiel c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Moi, plutôt que de me dire je vais avoir mes enfants près de moi, je préfère les savoir heureux à 27 heures de vol plutôt que près de moi à 2 heures, quand je m'en fous. Enfin, c'est pas le sujet. Et après, les amis, tu les gardes et tu t'en fais d'autres. Hein. Et puis, ça t'oblige, au sens premier du terme, oblige à te renouveler. Voilà. Alors, tu n'es pas obligé de partir en Australie pour voyager. Hein. Tu peux voyager aussi en changeant de boîte, en changeant de collaborateur, en faisant des choses nouvelles, si tu veux. Mais il faut toujours être à l'affût quand même de choses. Il ne faut pas se laisser endormir. Et je reviens au monde de la santé. Je pense que être en bonne santé, c'est de toujours être en mouvement. Je reviens à ce que je disais. Être en mauvaise santé, c'est parfois rester bloqué, scotché dans ces mêmes rythmes, hein, tu vois. Voilà. Après, voilà, on est aussi tous différents. Ce que je dis là, tout le monde ne peut pas l'appliquer. Hein, encore une fois, voilà, tout le monde a des obligations, mais quand même. Je trouve qu'on a tous toujours intérêt à essayer de développer ce sentiment de pouvoir aller autre part, de faire d'autres choses. Il n'y a rien de plus terrible pour moi, et je me suis toujours dit ça dans ma vie, de me dire je suis à un stade A maintenant, et dans 10 ans, je serai à ce même stade A. Ça aura un peu évolué, mais ce sera grosso modo la même chose. Ça, pour moi, dans ma philosophie, c'était très compliqué. Très compliqué. Donc j'ai toujours... Quand j'étais un peu plus jeune, les employeurs, il y avait toujours une question qui revenait à chaque fois, c'est vous voyez dans 10 ans, vous voyez comment? Mais je ne me vois pas, moi, dans 10 ans. Rien que la question me fait peur, quoi. J'ai envie de partir. Moi, dans 10 ans, je ne sais même pas où je serai et je ne veux surtout pas le savoir. La vie, le sel de la vie, c'est ça, c'est de se dire, dans 10 ans, je ferai carrément autre chose. Moi, j'ai bossé dans la presse, je me retrouve à la tête d'une fondation. Je veux dire, à 25 ans, si on m'avait posé la question en disant qu'est-ce que tu vas faire plus tard, à quel moment j'allais dire quand je serai vieux, je serai dirigé d'une fondation. J'en savais rien.